Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'ActuWeb by SEO Camp. Comme toutes les semaines, on va échanger, discuter de ce qui s'est passé cette semaine dans le monde du web. Allez, pour démarrer, David, toi tu veux nous parler de nom de domaine comme à ton habitude. Alors voilà, comme toutes les semaines, on a un gros rachat, un fonds d'investissement qui rachète une entreprise. Et là, pour le coup, je pense que tout le monde connaît SnapNames et Network Solutions. Et si vous les avez utilisés une fois, c'est vraiment une entreprise horrible. Et cet acteur numéro 1 vient d'être acheté par un fonds. Mais comme ça arrive toutes les semaines, je ne vais pas vous embêter avec ça. Je vais vous parler de la hausse du .com. Et c'est des actualités qui sont un peu reliées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le secteur de l'Internet, finalement, des noms de domaine, est finalement aux mains de capitaux financiers qui ont tout compris. Donc, VeriSign, qui est une société gérée par des fonds, en fait, c'est Warren Buffett qui est le principal actionnaire, a décidé d'augmenter le coût d'enregistrement du .com de 7%. Mais il le fait cette année et il va le faire pendant 4 ans de suite. Donc, on va se retrouver avec un .com à plus de 10 $. Donc, cette année, il va être à 8, un peu plus de 8 $, mais aux revendeurs. Ça veut dire que OVH va le toucher à ce prix, One and One, etc., Gandhi, GoDaddy, et forcément, ils vont le revendre plus cher. Donc, une augmentation importante qui va nous impacter tous. C'est absolument hallucinant que l'ICANN, qui gère finalement les relations avec cette entreprise privée américaine qui est pilotée par des fonds, par le gouvernement américain, se fasse plaisir en augmentant les prix. Donc, une bonne raison, je pense, d'aller vers le .fr, qui est, à mon avis, meilleur, qui fait pas de bénéfices. 90% des bénéfices du .fr, ça va à une fondation qui a vraiment des super projets, qui est 2 fois moins cher, qui est pas spammé, où on a des meilleures procédures. Donc voilà, le .com, il se fout du monde, mais finalement, ça passe et il continue. Donc voilà, c'était mon actu un petit peu coup de gueule de la semaine. Ok, merci David. Mauvaise nouvelle pour tous les domaineurs et les gens qui rachètent des noms de domaine régulièrement. Ça va faire augmenter nos petits budgets, tout ça. Patrick, je crois que tu voulais nous parler, on en a déjà discuté, il me semble, dans des épisodes précédents, mais on voulait reparler un petit peu de génération automatique de contenu. Il y a eu 1 ou 2 articles de presse qui sont sortis cette semaine et tu voulais nous refaire un petit topo là-dessus. Oui, il y a toujours un petit peu des alertes sur mon Dieu, l'IA va tuer l'emploi dans le web. On l'a encore vu sur des aspects de rédaction. On a vu un article cette semaine qui était sur ça va tuer les community managers. Et puis ça fait écho aussi au départ qu'il y avait eu chez Google, et puis tous les côtés de mon Dieu, l'IA peut biaiser avec des infos discriminantes pour tout un tas de personnes. Clairement, oui, l'IA a des biais technologiques aujourd'hui. Une IA, elle va se baser sur la data qu'on va lui donner. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir l'entraîner vers c'est le terme technique, entraîner une IA, vers un côté ou un autre. Donc, bien entendu, c'est comme tout outil mal intentionné, il peut donner de très mauvaises choses. Voilà. Donc, moi, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est il n'y a pas, pour moi, d'inquiétude sur des métiers autour du contenu, clairement. C'est comme avec la robotique, c'est tout ce qui est automatisable et pas forcément qui apporte énormément de valeur ajoutée. Bien sûr que ça va glisser vers de l'automatisation. Maintenant, dès que vous allez proposer des services de qualité, des choses pointues et hyper personnalisées, il n'y a vraiment aucun intérêt que ça disparaisse. Voilà. J'avais vu une conférence, je crois que c'était de Stéphane Mallard, où il disait que même les médecins allaient être remplacés par l'IA. Les médecins, on parle quand même de personnes qui ont 8 ans d'études, si c'est pas plus, je crois, pour certains cas, avant même, mais qui en fait, eux, ils allaient avoir leur rôle en fait de support psychologique, où là, ils vont garder une vraie valeur ajoutée à côté. Parce que oui, une IA est capable de digérer beaucoup plus de paramètres qu'un être humain et faire un diagnostic hyper précis. Voilà. Donc c'est plutôt vers le côté de quelle est la valeur ajoutée qu'on peut apporter qu'il faut garder en tête. Et grâce à ça, tous ceux qui ont peur pour leur métier aujourd'hui n'ont pas de raison de le perdre. Voilà. Et encore une fois, les contenus qui sont générés aujourd'hui, certes, ça progresse, et honnêtement, c'est pas fou. Je crois que vous avez testé un peu quelques-uns qui sont là. Christophe, tu avais fait 2-3 essais, toi? Ouais, alors j'ai testé 2-3 outils. Après, il faut pas oublier que, pour moi, cette intelligence artificielle, elle n'a de
elle n'a d'intelligence que le nom, hein, c'est de l'apprentissage, donc ça se borne à aller essayer d'apprendre des contenus existants et grosso modo, je vais schématiser à outrance, mais ça fait un peu du copier-coller un peu évolué, quoi. Donc voilà, moi je suis pas un grand fan de toutes ces générations automatiques. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de discuter dernièrement avec John Rocher, qui est une personne qui a bossé dans plusieurs boîtes d'intelligence artificielle, donc qui a fait beaucoup de générations de contenu. Et pour lui, GPT-3 était incapable de produire du bon contenu. Enfin, en tout cas, c'est ce que lui m'en a dit. Donc, je fais confiance aussi aux experts dans le domaine. Julien, tu as peut-être des petites choses à rajouter? Ouais, si on va un peu plus loin, sans soulever le débat là tout de suite, mais tu parlais déjà de l'IA qui n'a d'intelligence que le nom. Ça, c'est un vrai débat de fond qui est mené par pas mal de chercheurs. Mais après, surtout, ce qui est important, je pense, de souligner, et ça a été soulevé, il faut garder à l'esprit que ces contenus, ils sont rédigés parce que en fait, les algorithmes s'entraînent sur la base de contenus existants, et on a notamment un gros problème de ce côté-là, c'est comment gérer les dérives de la génération automatique du contenu. Et il y a un exemple qui était sorti, notamment dès qu'on veut essayer de faire une génération automatique de contenu sur un texte qui va parler des musulmans, bah, tout de suite GPT-3 va l'associer à du terrorisme, du meurtre et ce genre de choses. Donc il y a quand même un vrai souci de ce côté-là, et il y a encore des biais qui vont être à corriger. Et ensuite, après, je suis totalement d'accord sur le fait que pour le moment, une machine, pour moi, n'est pas capable de produire un contenu aussi qualitatif que peut le faire un véritable rédacteur ou un véritable journaliste. Voilà. Il y avait une expérience sociale qui avait été menée comme ça par je ne sais plus quelle société, où ils avaient mis à disposition donc l'intelligence artificielle auprès de l'utilisateur, et la communauté qui influençait l'algorithme en avait fait littéralement un monstre antisémite, raciste, etc., etc. Enfin voilà, c'était quelque chose. Et effectivement, ouais, je pense qu'il y a encore des gros progrès à faire là-dessus, mais c'est une phase d'apprentissage. Je pense que quand même c'est porteur d'avenir, mais c'est pas pour tout de suite non plus. Il va falloir patienter encore quelques années avant d'avoir des trucs efficaces. Ok, attendons alors. Espérons que les résultats seront à la hauteur de nos attentes. Alors, on parlait de génération automatique de contenu. C'est un petit peu quand même une des plaies du web aujourd'hui. Et je pense que, Julien, tu voulais nous parler des nouvelles pénalités que Google met en place. Peut-être il y a des choses autour de ça, puisque c'est vrai qu'on a tous, on est plusieurs ici à avoir notamment testé des outils il n'y a pas très longtemps où on peut générer des dizaines de milliers de pages en un clic. Bon, est-ce que Google va réagir à tout ça? Alors, je te laisse nous parler un petit peu de ces nouvelles pénalités. Oui, merci Christophe. Bah, c'est l'info qui est sortie en début de semaine, hein. 12 nouvelles actions manuelles ont été introduites par Google. Donc je parle bien vraiment d'actions manuelles. Il n'est pas ici question de pénalité algorithmique. Donc il y a vraiment des personnes derrière. Ces actions, elles se concentrent notamment sur deux produits de Google, à savoir Discover et Google Actualité. Donc sans vous détailler toutes les actions, je vous laisserai vous regarder de votre côté. Faut savoir que quand on regarde un peu dans le détail, toutes ces actions sont relatives à une seule chose, le contenu. Il n'y a aucune action manuelle actuellement qui a été introduite qui a affaire au netlinking ou au linking. On est là-dessus que sur des questions de contenu, et notamment sur la gestion de tout ce qui va être contenu incitant à la haine, contenu relevant du harcèlement. On a aussi du contenu manipulé. Donc là, on sent une vraie volonté d'essayer d'aller lutter contre tout ce qui peut être fake news, etc. Hein. Donc pour moi, il y a aussi le contenu à caractère terroriste, la transparence du site, le Your Money, Your Life qui continue de prendre de l'importance, puisqu'il est également question des contenus autour de la médecine. Savoir que là, maintenant, c'est écrit noir sur blanc, si les contenus ne respectent pas le consensus médical existant, ou ne se basant pas sur des choses qui sont totalement avérées, il sera immédiatement pénalisé, en tout cas immédiatement peut-être pas, il faut le temps que les gens passent derrière en tout cas, mais on va avoir beaucoup de choses de ce côté-là. Je pense que ce qu'on peut en retenir pour faire simple, c'est des actions qui finalement sont dans le temps de ce qu'on rencontre en termes d'information actuellement. Et on voit que Google a une volonté de réagir là-dessus. Maintenant, est-ce qu'on est juste sur un effet d'annonce, ou est-ce qu'il y aura de vraies actions mises en place derrière? Parce qu'il y a
va y avoir quand même une sacrée chasse au contenu à mettre en place par les équipes de Google. On va voir comment ça se passe, mais en tout cas, c'est on va dire porteur d'espoir pour tout ce qui peut être contenu un peu trafiqué ou à vocation diffamatoire et du contenu qui peut briser des vies derrière, quoi. Ok, donc aujourd'hui, pas de nouvelle annonce de Google par rapport au netlinking. C'est aussi retenir ça. Moi, j'ai même vu passer, je ne sais plus où c'était, qu'il y aurait soi-disant des espèces de discussions cachées entre Google et les plateformes de netlinking. Donc, c'est un peu ces choses un petit peu rigolotes qu'on voit passer en ce moment. Patrick, tu as des choses à nous dire, toi, sur cette partie pénalité? En fait, ça va dans le côté de plus trop nous laisser un petit peu le contrôle. Ça fait un peu lien avec ce que je disais sur l'IA avant. Google est clairement quelqu'un qui force à l'IA et à l'utilisation. Il y a une news sur le côté AdWords qui est sortie avec le fait d'empêcher vraiment de faire du ciblage très précis. Donc, c'est le côté des plus sur les requêtes strictes. Qui va être supprimé là, dans les jours à venir. D'ailleurs, j'étais avec un call ads hier où même eux, ils disaient qu'à leur grande âme, ça les embêtait que ça allait être supprimé. Donc, clairement, Google ne veut laisser le moins possible la main. Et c'est l'IA qui va globalement décider sur quoi tu peux enchérir ou pas, y compris en ads, quoi. Donc, heureusement qu'on peut encore faire du netlinking dans SEO, quoi. Ok, merci Patrick. Est-ce que je peux faire un commentaire, Christophe? Avec plaisir. Donc, alors je suis le moins doué de tous là dans la bande pour savoir ce que propose Google d'un point de vue technique. Par contre, il y a un sujet dont on parle pas beaucoup et lorsqu'ils prennent des décisions, je pense qu'en termes juridiques, on oublie qu'ils ont une position dominante. Et quand tu as une position dominante, il faut que les décisions soient équitables, soient les mêmes pour tout le monde, qu'elles correspondent à ce que les lois demandent. Et Google fait tout pour que ça leur coûte le moins cher possible. On automatise, ça arrange tout le monde que l'IA prenne des décisions, mais on se rend compte que c'est une entreprise, pour vous, on dit toujours Google est mon ami, moi c'est mon ennemi Google. Hein. C'est une entreprise qui est en fait qui a un pouvoir démesuré et qui ne respecte pas finalement l'équité, la loi, etc. Et je donnerai un exemple de SEO que vous connaissez tous, je pense, c'est SEO lesbienne. Vous savez, l'association des lesbiennes qui a réussi à ce que lorsqu'on tape lesbienne dans Google, eh bien, il n'y ait pas des sites immondes sur ces thèmes-là et qui, en faisant des démarches juridiques poussées, a obligé Google à remplir son rôle, puisque comme tout le monde utilise Google, eh bien, ils ont une obligation vis-à-vis de la société. Donc, je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie, je vois pas mal de gens qui disent oui, mais c'est une entreprise privée, ils font ce qu'ils veulent. Ça serait le cas s'ils avaient 2% de part de marché, mais aujourd'hui, Google, c'est pas une entreprise privée, c'est l'équivalent d'un service public. Hein. Ils ont une audience telle qu'ils ont. Alors, ouais, bon, voilà, j'ai donné mon point de vue, je vois, il y en a qui font des têtes, mais je pense qu'on devrait être moins permissif vis-à-vis de Google qui se lave les mains en disant c'est l'IA qui fait ça, on peut plus parler à qui que ce soit, etc. Que Google soit un service public, enfin assimilé tel quel, je peux comprendre dans les esprits. Après, juridiquement, c'est pas le cas. Après qu'ils aient quand même des obligations de respect de la loi et de se conformer à la loi, enfin ça me paraît logique. Maintenant, ça reste une boîte privée avec des conditions générales d'utilisation, des conditions générales de vente. D'ailleurs, les gens, je le vois de manière générale sur les réseaux sociaux, les gens assimilent la même chose, pensent que c'est du service public, alors que derrière, ça reste une boîte privée avec des conditions générales d'utilisation et cette boîte-là fait ce qu'elle veut comme elle veut. Maintenant, il est vrai qu'il faut quand même respecter la loi, il faut quand même faire attention, il devrait être quand même plus vigilant là-dessus. Alors, je partage ton constat en partie seulement. Ok. Allez, on va changer un peu de sujet. Là, on est quand même en train de parler de dérives de l'intelligence artificielle, de dérives de la robotisation. Il y a quand même des belles choses et tu voulais, Stéphane, toi, nous parler de l'association Enable, qui nous oui. Alors, belle chose de beaucoup plus positif. Oui, on n'est pas si loin de la dérive, mais dans le bon sens, du hacking dans le bon sens, du white hack dans le bon sens.
Oui, Enable a été fondé fin 2015, donc c'est une association de loi de 1901 qui a une particularité, c'est qu'il fabrique des prothèses de membres supérieurs pour des enfants et des adultes avec des imprimantes 3D et un petit peu d'électronique. Pour vous donner une ordre d'idée, une prothèse aujourd'hui qui fait de la prioception, il faut compter entre 50 000 et 120 000 euros la prothèse de membre supérieur. Le leader mondial d'ailleurs innovant sur la question est en banlieue lyonnaise, donc Corico, ça fait du bien, mais ça reste quand même très cher. Et Enable est en mesure aujourd'hui, avec sa communauté de makers, donc de gens qui vont fabriquer ces prothèses avec une imprimante 3D et un peu d'électronique, de fabriquer une prothèse de membre supérieur pour quelques dizaines d'euros seulement. Et moi, j'ai vu passer les informations encore cette semaine, où quasi toutes les semaines, plusieurs prothèses sont livrées à des enfants et à des adultes, un peu partout en France et un peu partout en Europe. Et quand je vois les sourires sur les visages, c'est plutôt sympathique. Le côté communautaire est pour moi d'autant plus important parce qu'aujourd'hui, ils mettent tout en corrélation les uns les autres. Ils se partagent les plans, ils se partagent les expériences. Ils arrivent même à fédérer le monde médical et le monde paramédical autour de ce type de projet. Et Dieu seul sait, Paul, vivre que de le handicap, c'est très compliqué aujourd'hui de fédérer le monde handicap. Et je salue ça parce que ça bouge dans le bon sens. Alors, les industriels, comme diraient les jeunes, sont peut-être un peu en PLS à l'heure actuelle. Néanmoins, ça a le mérite de faire avancer la technologie, de proposer du lien humain qui est quand même très intéressant et de voir des sourires sur les visages des enfants et des adultes. Que du bonheur. Merci, merci Stéphane. En effet, ça fait du bien de retrouver ce côté communautaire de l'Internet qu'on a peut-être aussi oublié par moment. Donc, ça fait du bien. Je suis désolé, ouais, vas-y, je vais devoir vous laisser parce que j'ai un impératif malheureusement que je ne peux pas décaler. Donc, je vous remercie pour l'invitation. Je vous dis à la semaine prochaine et puis bonne actu web. Merci à toi, Julien. À très vite. Ciao, ciao. Au revoir. Allez, après ce départ de Julien, on va repasser à des choses beaucoup plus terre à terre et superficielles. David, ton sujet favori, TikTok. Quoi de neuf chez TikTok cette semaine? Alors, pas forcément chez TikTok, pour le coup, peut-être un concurrent de TikTok. Alors, je sais que tu es parfaitement bilingue chinois, tu vas pouvoir nous en parler. Alors oui, vraiment. Alors, j'ai pas du tout préparé parce que ceux qui... là, en fait, peut-être que vous saurez pas, mais on est en train de me chambrer parce que moi, TikTok, je trouve ça idiot au possible. Mais je vais avoir un avis plus modéré. Donc, il y a une application, enfin, il y a un concurrent de TikTok qui s'appelle Kuaishou, qui vient de rentrer en bourse et les montants sont assez hallucinants parce qu'on est, alors si j'ai bien retenu, 180 milliards de dollars, c'est-à-dire que si vous êtes au CAC 40, vous êtes tout de suite dans les tout premiers et vous pouvez additionner Michelin, Vivendi, Accor et tout ça, et vous multipliez par 5 et vous n'êtes pas encore au montant ou presque. C'est-à-dire qu'on est dans des montants complètement irrationnels, mais de mon point de vue, c'est aussi l'avenir. C'est-à-dire que moi, j'ai une vision négative de ces choses-là, mais ça répond à une demande. Et même si la qualité n'est pas forcément au rendez-vous, je félicite ceux qui lancent dans le bon timing ce genre d'application. Et les Chinois, de mon point de vue, sont largement les meilleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des GAFAM, mais on parle très peu des BATX. Peut-être depuis 1 an ou 2, un peu plus, mais moi, ça fait 5-6 ans que je me rends compte que les Chinois sont, de mon point de vue, ça serait trop long d'en parler, mais meilleurs que les Américains. Et si vous avez essayé le streaming, le paiement en ligne, etc., installez WeChat pour voir la différence entre WeChat et WhatsApp, et vous verrez où se situent les Chinois, parce qu'ils sont dans un modèle concurrentiel. TikTok, il est obligé de bouger quand il y a Kuaishou. Par contre, Google, il bouge plus depuis 10 ans parce qu'il n'a pas de concurrent, Facebook, etc. Donc, de mon point de vue, c'est intéressant de suivre ça. Par contre, je doute que je sois très, très actif sur cette nouvelle plateforme pour danser et raconter des conneries. Mais voilà, bravo à eux, c'est le bon timing. C'est des montants exceptionnels. Ouais, je crois que j'ai entendu Patrick, peut-être, qui voulait réagir. D'ailleurs, j'ai vu passer une actualité. Tu as TikTok qui a commencé à annoncer officiellement qu'il voulait aller concurrencer du coup des GAFAM sur du e-commerce en direct. C'est ça. Pas encore dévoilé le comment ou le pourquoi. Enfin, le pourquoi, on s'en doute, mais le comment et le quand surtout. Mais c'est dans les tuyaux. Ils ont annoncé 2-3 petites choses. Ils ont quand même annoncé 2-3 petites choses. Ils avaient fait un partenariat avec Shopify il y a 3-4 mois. Ils ont fait un partenariat avec Walmart, avec Shopify.
et du coup, ils vont taper fort. Leur objectif, c'est clairement de concurrencer Facebook. Donc, il y a… Et oui, c'était aussi un des éléments qui pouvait être. Et David, je rejoins ta discussion. Aujourd'hui, c'est peut-être un truc où on dansait devant sa caméra, mais en même temps, pour attirer des utilisateurs plus importants, plus chevronnés, il faut qu'il y ait de la modélisation. Il faut qu'on permette aux gens d'aller gagner de l'argent sur TikTok. Donc, le e-commerce est la solution. Et donc, aujourd'hui, en effet, TikTok va lancer la possibilité pour les utilisateurs populaires de partager des liens vers des fiches produits. Ils vont permettre aux entreprises de créer des catalogues, au même titre que ce qu'ils fait sur Instagram, Facebook. Et ils veulent, a priori, donner une priorité au live stream pour faire du téléachat via TikTok. Donc ça, c'est des choses dont on entend parler de plus en plus. Donc, je ne sais pas si vous avez un retour, vous, d'expérience là-dessus, si vous pensez que c'est le futur du e-commerce, le téléachat via toutes ces plateformes, le live stream. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, messieurs? De toute manière, en termes d'ergonomie, il suffit de regarder l'ergonomie de TikTok pour se rendre compte que c'est beaucoup plus facile de zapper sur TikTok, hein, un petit coup de doigt vers le haut et puis on change de vidéo. Donc forcément, en termes de consommation shopping, l'impact est beaucoup plus fort et beaucoup plus rapide. Regardez un petit peu les likes que vous pouvez avoir sur TikTok à l'heure actuelle et comparez avec les autres supports comme Facebook, Instagram et j'en passe. Vous verrez que l'impact derrière, les reach qu'il y a derrière, il est totalement différent. Enfin, bien sûr que le modèle tend à évoluer et puis bien sûr que ça va être hyper important en termes de e-commerce et de shopping. Enfin, il y a pas photo, quoi. Ça colle plus aussi à une nouvelle génération là qui a 15, 20, 25 ans et qui a envie de consommer effectivement un petit coup de doigt vers le haut une fois de plus et puis ça fonctionne. Ouais, et tout à l'heure tu parlais, David, aussi de WeChat, hein, on a vu cet été, je crois que WeChat avait lancé Mini Shop, une fonctionnalité pour les petits commerçants. Donc je pense vraiment que ces acteurs chinois, tu as raison, sont en train d'aller se prioriser autour du e-commerce. Donc, à suivre. Un petit commentaire en 2 secondes, si je peux. Vas-y. Voilà, juste quand tu disais est-ce que c'est le futur, le fait de faire du stream avec du e-commerce, c'est pas le futur, c'est même le passé, parce que L'Oréal, ça fait des années qu'ils utilisent des influenceurs en Chine sur, je crois, la plateforme s'appelle Youku. Donc, ça existe déjà chez les Chinois. Il y a des millions de personnes qui sont en live. Il y a des possibilités d'acheter en direct. C'est-à-dire que les Chinois sont beaucoup plus avancés que nous. YouTube n'a pas eu finalement un concurrent qui le pousserait à faire ça, mais les Chinois sont déjà prêts. Et ils le font et ça marche. Donc, attention à TikTok, attention à Kuaishou, attention à ces gens-là parce qu'ils sont meilleurs que nous et ils ont plus d'argent, ils font moins d'erreurs. Donc, je pense que ils sont prêts alors que nous, on l'est pas. Alors après, il y a encore un petit peu ces épées de Damoclès au-dessus de la tête de TikTok aujourd'hui, avec ce qui se passe aux États-Unis. J'avais vu qu'il y avait un potentiel accord entre Oracle et TikTok qui a l'air de pas très bien se passer. Donc, il va falloir suivre tout ça, voir comment ça va se goupiller. Mais par contre, là, tu as clairement raison, c'est que ces outils qui aujourd'hui peuvent nous paraître dérisoires et inutiles, hein, ce que tu dis, David, peut-être demain seront des outils indispensables. Allez, on revient un petit peu en France, messieurs. On voulait parler de quelques failles de sécurité qu'on a vu passer. Stéphane, tu as 2-3 petites anecdotes à nous Ouais, alors des anecdotes assez dramatiques. C'est pas vraiment des anecdotes pour le coup. Ouais. Ça devient embêtant et je pense que il n'y a pas trop de communication sur l'affaire, mais un petit peu là ces jours-ci. On sait là que depuis un petit peu plus d'1 an, les hôpitaux en Europe sont la cible de campagnes de hacking et de ransomware. Donc le principe c'est de crypter les données des réseaux des hôpitaux et puis de demander une rançon pour gagner un peu de pognon. Et là, malheureusement, l'hôpital de Dax, il y a 3 jours en arrière, a eu un ransomware qui est rentré par une faille de sécurité sur TeamViewer, qui est un logiciel d'échange un peu comme Discord, etc., vocal, communautaire. Et malheureusement, tous les réseaux informatiques de l'hôpital, sans exception, sont restés bloqués, le sont encore à l'heure actuelle. Donc, plus de possibilité d'utiliser le réseau informatique de l'hôpital, donc plus d'entrée, plus de sortie, plus de blocs, plus d'urgence. Ça a littéralement paralysé l'hôpital et là, la solution n'est pas réglée.
Pour rappel, il y a déjà eu un cas de figure à Hambourg au mois de septembre l'année passée, où malheureusement, au moment où une patiente est rentrée dans le service, bien le ransomware s'est mis en action et la patiente n'a pas pu être opérée parce qu'ils n'ont pas pu consulter le dossier médical de la patiente et la patiente est malheureusement décédée. Jusqu'à maintenant, les hackers ne s'attaquaient pas trop aux services de santé, aux services de secours. Et là, depuis quelques temps, je vous avoue que c'est plus le cas. On dénonce plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'actions de ce type-là similaires en Europe sur 2020 et ça devient bien très très inquiétant. La faute souvent à une méconnaissance de la sécurité informatique de la part des usagers et puis des technologies aussi qui sont souvent hors d'âge. Voilà, j'ai une pensée pour les administrateurs réseau avec lesquels j'ai pu discuter ces derniers jours, qui ont des grands moments de solitude parce qu'ils ont peu de moyens et à la fois ils ont aussi peu de compétences en face et voilà. La faille sur Dax vient de Teamweaver, c'est quelque chose je pense qu'on aurait pu débugger depuis très longtemps et surtout qu'on aurait pu éviter déjà sur un réseau sécurisé médicalisé. Teamweaver, je vois pas ce que Teamweaver vient foutre là-dessus, mais bon après voilà, c'est comme ça. Alors gros panneau d'urgence et je pense qu'il va falloir trouver des solutions très très vite. Et je pense malheureusement que la France n'est pas prête là-dessus. Donc il va falloir réfléchir à des solutions rapidement. Peut-être que le privé amènera quelque chose. Ok, c'est vrai qu'en parallèle de ces failles de sécurité qui sont liées à du hacking, on a vu cette semaine passer la grosse faille de chez Cdiscount. Je crois que c'est 33 millions d'adresses clients qui ont été publiées sur Internet. Et là, c'est pas du hacking, c'est tout simplement un des cadres a priori de la société qui est parti avec le fichier et l'a mis en ligne, quoi. Donc il va en effet y avoir beaucoup de choses à penser tant d'un point de vue sécurisation des réseaux, comme tu viens de le dire, mais aussi protection des données et de mettre des garde-fous pour que ce genre de choses-là soit pas possible. Ouais. Je suis aussi inquiet sur la partie des objets connectés, je vous avoue. J'étais un gros consommateur. J'ai une centrale domotique connectée ici à la maison et ça commence aussi à me faire réfléchir. Parce que au fond, effectivement, pas grand-chose n'est sécurisé correctement. Et il va falloir effectivement trouver des solutions. Et on sait aujourd'hui qu'on peut très bien ouvrir une voiture à distance. Il y a plein de petites choses comme ça. Donc, il va falloir à un moment donné rapidement réfléchir. Je me rappelle, il y a pas très longtemps, il y a quelques années de ça, d'avoir un petit peu inspecté les flux réseau d'une webcam que j'avais installée dans un dépôt. Et je me dis, oula, ça envoie beaucoup de choses vers l'extérieur quand même. Donc, en effet, il faut faire attention à tout ça. Bon, on parlait de Cdiscount un petit peu en mal avec la partie faille de sécurité. Dans les actus de la semaine, on voit que Cdiscount bouge, et donc ils ont déjà commencé à bosser en C2C sur la plateforme Customer to Customer pour de la vente de produits d'occasion. Et donc là, visiblement, ils vont lancer une nouvelle filiale avec 250 personnes dans la filiale pour devenir un éditeur de marketplace à destination du B2B. Donc, on voit que ces gros acteurs du e-commerce veulent aller chercher ces nouveaux marchés du B2B et de l'occasion. Petit chiffre, le secteur du marché de l'occasion augmente de 15% par an, a priori. Et 60% des Français ont déjà acheté des produits d'occasion sur Internet. Moi, j'étais assez étonné par ce chiffre-là, messieurs. Je ne sais pas si ça vous parle. Moi, je vois quand même Back Market là, qui propose smartphone, PC, etc., qui est quand même bien présent, qu'on voit un peu partout. Ça commence aussi à se voir au niveau des retailers physiques, à la Fnac, chez Darty, j'en passe, où maintenant il y a quand même des rayons d'occasion. Est-ce que c'est de la conscience écologique? Est-ce que c'est du besoin économique? Après, c'est bien aussi que ça soit réinjecté et si les produits sont de qualité, garantis, que ça fonctionne, pourquoi pas. Moi, je suis pas fermé du tout à ça. J'entends plusieurs sociétés dire qu'elles commencent aussi à s'y mettre, à acheter des smartphones d'occasion pour leurs collaborateurs et tout compte fait, vu le peu de temps que ça va servir, ça peut être pas mal. Ok. Patrick, toi, en tant que prestataire de e-commerce, c'est des choses que tu commences à sentir, un impact C2C et B2B, donc deux choses radicalement différentes. C'est des choses que tu sens au niveau de tes clients ou pas tant que ça finalement? Ah, Patrick, on n'a pas de son.
Oups, je m'étais mis en mute, pardon. Comme On ça. a un de nos clients qui a une plateforme, lui, où justement il fait ça. Il a lancé un truc de rachat d'ordinateurs, etc. Ça a clairement, ils se sont fait défoncer de propositions d'ordinateurs à racheter. Et derrière, la vente se passe bien. Il y a des choses après. J'ai le sentiment du scope que j'ai moi, que c'est encore aujourd'hui spécifique en fait à soit des gros acteurs qui peuvent se permettre d'adresser ces process, soit des startups qui se lancent dans des sujets dédiés pour entre guillemets un petit e-commerçant. C'est beaucoup de choses à gérer en plus et c'est pas forcément le point le plus simple à mettre en œuvre, quoi. Voilà. C'est vraiment une activité, des process à part entière, l'aspect occasion, quoi. Et sur la partie marketplace, donc où Cdiscount veut visiblement se positionner comme un éditeur de marketplace, donc le marché du marketplace augmente de 21% par an actuellement, alors que le retail classique augmenterait que d'une 9-10%. Là-dessus, c'est des choses que tu vois toi aussi bouger de ton côté. Patrick, tu as des demandes en ce sens-là sur cette partie marketplace ou c'est des choses que tu vois pas forcément? Il y a deux choses en fait. Nous, ce qu'on voit pour les clients e-commerçants, c'est qu'ils souhaitent aller poster leur flux sur les marketplaces. Ça, c'est presque en train de devenir une norme, on va dire. Ouais. Après, le fait de créer ta propre marketplace, là, c'est des coûts en amont qui sont pas anecdotiques, hein. Tu as une société, j'ai vu des marketplaces se péter la gueule, hein, clairement, y compris chez des gros acteurs. Donc, c'est pas un lancement qui se fait facilement. Tu as une grosse société française, je crois, qui s'appelle Miracle, qui est aujourd'hui un des leaders mondiaux sur la mise en place de marketplace, mais c'est une solution qui coûte très cher. Parce que tous les cas qu'il faut penser, que ce soit en termes de flux financiers, de fonctionnel, etc., on n'est vraiment pas sur des choses simples. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent tiens, je vais faire une marketplace, c'est plus simple. Techniquement, c'est pas simple. Voilà. C'est pas un truc que tu lances en mode script kiddie où tu poses un script sur un site, un serveur, et puis c'est parti, t'es lancé, quoi. Voilà. Donc oui, pour les e-commerçants, d'aller poster vos flux sur les marketplaces, lancer votre propre marketplace, t'en es un peu. On avait parlé un peu de ce sujet-là déjà dans une précédente émission. Je reviens juste 2 petites secondes. Petit sondage entre vous. Est-ce que aujourd'hui, pour des petits e-commerçants, la marketplace est une bonne solution, tout comme vendre sur Facebook, etc. Oui, bon relais de croissance. Moi, j'aurais dit que non parce que, en tout cas, un sujet intéressant, on n'est pas tous d'accord. Moi, je connais rien par rapport à vous, mais en tout cas, sur la marketplace d'Amazon, j'ai des collègues, des clients qui veulent pas aller dessus parce que Amazon se sert de vos données pour ensuite aller vous doubler. Ils regardent ce qui va le mieux fonctionner. Et puis, lorsque ça fonctionne bien, eh bien, ils vont s'approvisionner eux-mêmes et le vendre. Donc, aujourd'hui, c'est mieux, à mon avis, de garder son petit biz et de le maîtriser davantage que d'aller sur des marketplaces où on ne sait pas où la donnée va atterrir et qui va l'utiliser. Donc, par contre, juste pour compléter, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites sur le sens de l'histoire. Et il y a 10 ans, je me souviens que j'avais lu un bouquin, s'appelle Lisa Gansky, alors je me rappelle pas du titre, mais qui expliquait que le C2C était l'avenir, en fait, qu'il n'y avait pas assez de ressources sur la Terre, etc. Mais avant Blablacar, avant Airbnb, avant toutes ces choses-là, elle l'avait anticipé. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose vers lequel on va aller de le marché d'occasion et qu'on est qu'au début. Après, les parties techniques, effectivement, ça, vous savez comment les mettre en place, mais parce qu'un petit rebond sur ce que disait Stéphane, tous les trois, en fait. Moi, oui, vas-y Stéphane. Oui, peut-être. Je tempère entre les deux. Ça dépend. Voilà, ça dépend. Ça dépend. Je pense qu'une fois de plus, c'est bon à utiliser à la seule condition. Je vois énormément de fiches sur le marketplace de Facebook de produits qui sont remplis à moitié avec des photos dégueulasses, enfin du contenu complètement dégueulasse. Ça aurait un intérêt commercial si effectivement c'était fait dans les règles et il faut pas oublier quand même que le côté présentation du produit, présentation de la fiche technique est quand même un sujet hyper important. Voilà. Il y a aussi, je pense, un temps de réponse qui est quand même quelque chose aussi important derrière. Et je vois beaucoup de sociétés qui vendent des produits locaux. Moi, je le vois dans le handicap, mais qui ont des temps de réponse parfois de 3, 4, 5 jours, une semaine. En termes de suivi clientèle là-dessus, c'est pas possible, quoi. Donc,
faire des choses sur le marketplace, c'est super intéressant, à la seule condition quand même qu'il y ait un minimum d'éthique derrière, un minimum de suivi commercial qui soit quand même cohérent, quoi. Ok, allez, dernière petite actu e-commerce et marketplace de la semaine. Amazon a annoncé la création de 3000 emplois en France. Donc on parle de l'ouverture d'une dizaine de sites et a priori, et forcément beaucoup d'emplois dans la préparation de commandes, dans la partie logistique, mais aussi des emplois d'ingénieurs, des emplois pour des jeunes diplômés. Donc ça peut être des pistes à suivre pour des personnes qui nous écouteraient et qui demain voudraient rejoindre Amazon sur des postes autres que de la préparation de commandes. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de spécifique sur ça. Je ne sais pas si vous avez, vous, des centres Amazon à côté de chez vous. Je ne me rends pas bien compte du maillage qu'ils ont actuellement. Je ne sais pas si vous avez, vous, des infos par rapport à ça. Alors pour nous, les Lyonnais, on en a un qui est en train de se créer dans le Nord-Isère, à Saint-Quentin-Fallavier. De ce que j'en ai vu, il y a déjà les offres d'emploi qui sont disponibles sur Pôle emploi. Comme tu disais tout à l'heure, en direct de Nagano, pour nous les Lyonnais, avec la neige qui arrive cet après-midi. Ouais, c'est ça, c'est un autre pays là-bas. Enfin, c'est pas le nôtre, quoi. Il y a une frontière au milieu. C'est le grand froid là-bas, c'est les terres froides. Non, mais voilà, après, je sais pas, il parlait effectivement à terme, sur 10 ans, de 3000 emplois. Ouais, c'est intéressant. Maintenant, je sais pas, on entend un peu tout et n'importe quoi sur les conditions de travail chez Amazon. Certains sont très contents, d'autres pas. On voit ces magnifiques campagnes de pub là sur la politique RSE d'Amazon à la télé. Je sais pas. J'avoue que ma curiosité me pousse un jour à aller, si j'en ai la possibilité, visiter pour aller voir un peu ce qui se passe de l'intérieur. Je voulais curieux. Maintenant, ça reste un emploi et si ça peut nourrir du monde, et Dieu seul sait que la crise en ce moment va faire fait du mal et va faire du mal, et ben si ça peut quand même nourrir son homme, tant mieux. Maintenant, attention à quand même être vigilant sur le côté humain de la chose, quoi. Ouais, dans les articles qui sont sortis cette semaine à ce sujet-là, il y avait... alors, est-ce que c'est un sujet un petit peu sélectionné, mais il y avait un commentaire d'un syndicaliste d'Amazon qui disait qu'on n'était pas trop malheureux chez Amazon, mais qui pointait par contre clairement l'usage, le recours très important à de l'intérim, et peut-être que ces créations de postes pourraient aller dans le bon sens. Moi, j'y crois pas une seconde, mais bon, on a déjà dépassé, mais bon. Patrick, je te sens un patron inspiré par ce sujet. Écoute, je pense qu'on a en France des tas de boîtes qui font très bien du e-commerce. Ok, Amazon a eu le mérite de lancer les choses et de montrer la voie sur l'importance de la logistique pour la réussite. Et ça, à un moment donné, il faut rendre à Bezos ce qui est à Bezos. Mais sur le reste, j'ai plutôt envie de soutenir des e-commerçants français. Tu vois, tu as beaucoup de SEO qui font de l'affiliation avec Amazon. Moi, c'est un truc que je m'interdis parce que vu que je bosse beaucoup avec des e-commerçants, d'une certaine manière, j'ai pas envie, tu vois, d'aller emmener du trafic sur des concurrents de mes clients. Voilà. Alors, c'est sans doute très con d'un point de vue entreprise pour moi, mais c'est un truc que je m'impose. Voilà. Non, c'est pas con, c'est de l'éthique, Patrick. On partage cette vision. Ouais, c'est vrai que quand tu es de ce côté-là de la barrière, on a un peu cette logique. Je suis d'accord avec toi. Ok, messieurs, 38 minutes à peu près, un peu moins, 35 minutes, on est dans les clous. Est-ce que vous avez des petites actus qu'on aurait oubliées, des choses que vous voulez ajouter, ou est-ce qu'on a fait le tour de l'info de la semaine? David, je lève gentiment le doigt comme à l'école, je te passe la main. Juste, le Conseil national du numérique a annoncé ses nouveaux membres, donc il y a 21 membres, et si vous les regardez, donc c'est des gens qui sont assez centraux dans la politique en France de l'Internet. Et si un jour vous n'avez pas le moral et tout, c'est bien de regarder la tête de ces gens qui savent même pas comment on allume l'ordinateur et qui sont en train de décider l'avenir de l'Internet. Moi, j'en connais, pourtant je rate pas une info, j'adore ça. Il y en a pas un qu'on connaît, c'est des philosophes, des députés, des sénateurs, machin. Voilà, il y a des choses qui changent, il y en a qui changent pas beaucoup. Et là, je pense que le renouvellement, Cédrico, qui ne sait pas non plus lui-même allumer l'ordinateur, s'est félicité de gens formidables qui vont faire avancer les choses. J'ai un léger doute, mais je peux me tromper.
Quel est le... Alors, je connais pas cette... Enfin, ils savent tellement pas allumer un ordinateur que je sais pas ce qu'ils font. Et il sert à quoi ce centre du numérique, je sais plus comment tu as dit, comité, centre du numérique, je sais même plus. Conseil national du numérique. Pardon. J'avais le C. Et ça sert à quoi, ça, du coup? C'est pour on va laisser dire ce que plutôt c'est Internet de... Pat, non? Vas-y. Peut-être, non? Ou Patrick, moi tu connais les missions de cet organisme? Non. Non, en fait, personne ne sait ce qu'ils font, quoi, du coup. On va encore se faire des amis ce matin. Oh, c'est pas grave, on est plus à ça près. Bon, ok, bah, ça sera le mot de la fin. Écoutez, le Conseil national du numérique, c'est ça? Tu as appelé ça comme ça? Bonne chance à vous. Et si vous avez besoin d'aide, hein, on est là, on peut venir vous aider. On est plein de... allumer l'ordinateur, on va montrer. On maîtrise plein de sujets différents et divers et variés. Donc, on est à votre disposition si vous avez besoin de nous. Allez, fin de cette actu de la semaine. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à recevoir les notifications, à nous donner des commentaires. On se prépare doucement et sûrement pour lancer notre premier live. Là, on vous tiendra informé aussi. Donc là, vous pourrez échanger aussi avec nous et rebondir sur les sujets d'actualité. Ça sera assez sympa. Merci Patrick, merci Stéphane, merci David, et puis merci à Julien qui nous a quittés un peu prématurément. Et puis à la semaine prochaine. Ciao.